Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, 26 minutes pour revenir sur l'actualité de la semaine dans le département. Au sommaire de cette édition, premier conseil d'agglomération après la période estivale, l'occasion pour les élus saint-quentinois de se pencher sur les questions environnementales avec le plan climat-air-énergie, les détails dans cette édition. Jeunesse, Ryder Cup et Municipal 2020, les thématiques abordées avec notre invité. Nous recevons aujourd'hui Marie-Christine Le Tarnec, maire de Guyancourt, capitale mondiale du golf du 24 au 30 septembre. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur le conseil municipal de Coignères avec l'annonce d'une élection municipale anticipée et sur la Youngers Cup organisée à Plaisir. Et comme chaque vendredi, vous retrouverez votre rubrique « Ça s'est passé », un voyage dans le temps grâce aux archives de TV 78. Saint-Quentin-en-Yvelines a fait sa rentrée. Le conseil d'agglomération s'est réuni ce jeudi 20 septembre, une séance marquée par 2 votes. L'approbation du plan climat-air-énergie territorial pour lutter et s'adapter au changement climatique et l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunale. Un reportage de Mélanie Poquet. On s'aperçoit dans le diagnostic que 95% des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines pour des déplacements de moins de 5 km utilisent leur véhicule personnel. Un diagnostic mené pendant 2 ans par l'agglomération en collaboration notamment avec l'Agence locale de l'énergie et du climat. Lors du conseil, Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé le plan climat-air-énergie territorial. C'est une vraie avancée, mais finalement c'est surtout un commencement. Maintenant ce plan va être envoyé à l'autorité environnementale qui ajoutera aussi ses modifications qu'on sera obligé de prendre en compte. Notre objectif aujourd'hui est de lancer ce plan à partir de décembre 2018 pour commencer la mise en application des fiches actions, des 21 fiches actions à partir de 2019 et très progressivement pendant 6 ans. Une plateforme collaborative du nom d'Eskimo va être mise en place. Elle devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. À l'ordre du jour aussi, le lancement d'un règlement local de publicité intercommunale. Il faut savoir que l'ensemble du RLPI réglemente ce qu'on appelle les publicités, les enseignes et les préenseignes. Donc c'est un lourd travail qui va s'engager sur l'ensemble du territoire. Près de 500 publicités et préenseignes ont été recensées sur le territoire saint-quentinois. La volonté de l'agglomération est de préserver les espaces naturels, l'environnement, évidemment, c'est le sens du texte, tout en garantissant aussi l'activité économique, puisqu'on a quand même beaucoup de fleurons sur notre territoire. Donc voilà, l'objectif, c'est et aussi, j'allais dire, de faire un nettoyage, parce qu'on souhaite aussi s'attaquer à nos grands axes structurants qui bordent aussi les centres commerciaux et les zones d'activité. Un règlement unique sera établi pour le territoire. L'agglomération espère le voter avant la fin de l'année 2019. Sur notre plateau, Marie-Christine Le Tarnec nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vice-présidente en charge des sujets autour de la ville innovante et maire de Guyancourt. Jeudi soir, vous étiez au conseil d'agglomération. Donc, en tant que vice-présidente en charge de la ville innovante concernant ce plan climat, air, énergie territoriale, comment vous vous engagez dans ce plan ? Alors c'est vrai que c'est un enjeu de taille et pour une fois, on va pouvoir au niveau de l'agglomération réfléchir ensemble, discuter, voir comment effectivement notre agglomération va pouvoir être une agglomération durable avec des économies effectivement d'énergie, mais aussi travailler sur nos terrains agricoles puisqu'on a de la chance sur Saint-Quentin-en-Yvelines d'avoir beaucoup de terrains agricoles. Moi, sur Guyancourt, par exemple, on a sanctuarisé effectivement plus de 120 hectares et puis on a toute une zone encore de terres agricoles. Et puis ça va nous faire aussi réfléchir. Alors moi, par rapport à ma vice-présidence, eh bien j'essaie de travailler sur des nouveaux quartiers sur lesquels on va pouvoir apporter un petit peu d'innovation. Par exemple, le mobilier urbain pour pouvoir faire des recharges de voitures électriques, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est un vrai enjeu, effectivement, ce plan de développement durable sur Saint-Quentin. C'est un défi pour nous aussi, les élus, puisque il va falloir qu'on trouve des sujets communs qu'on va pouvoir monter, puisque dans nos communes, on a autour du développement durable, de la biodiversité, c'est des décisions différentes. Donc il va falloir un moment qu'on fasse les pas les uns vers les autres, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. La nouvelle génération, on ne peut que effectivement faire des économies d'énergie et penser à la biodiversité, enfin des choses comme ça.
Alors concernant la nouvelle génération, justement, vous vous engagez aussi à Guyancourt. Vous inaugurez ce vendredi 2 lieux destinés aux jeunes, le street workout et le phare jeunesse. Alors une précision sur ce terme anglais, le street workout, on le voit à l'image. Ce sont des appareils de sport pour faire de la musculation ou travailler son endurance. Des installations qui sont situées au bord de l'étang du Moulin à Vent. Marie-Christine Le Tarnec, pourquoi avez-vous décidé d'investir dans ce type d'infrastructure ? Alors, Guyancourt a toujours été la ville de l'enfance, mais les enfants, heureusement, grandissent et ont besoin de choses différentes. Et là, on avait fait sur ce mandat-là de la jeunesse une de nos priorités. On a eu une grande consultation jeunesse en 2016 où il y a plus de 800 jeunes qui nous ont effectivement répondu. Et on a vu leurs attentes et leurs besoins. Et effectivement, une de leurs demandes, c'était d'avoir des espaces comme le street workout, mais aussi le skatepark qui va être inauguré, lui, un petit peu plus tard, parce que le street workout, c'est cet après-midi. Et c'était leur demande. Alors, ok, je me suis engagée effectivement à les réaliser, mais pas que ce soit nous qui faisions effectivement la totalité. C'est-à-dire que je leur ai dit, ok, mais vous participez. Donc, il y a eu des groupes de travail. Les jeunes sont venus, ont travaillé. Et sur cet équipement, cet après-midi qui va être ouvert, eh bien, ils ont vraiment fait un travail important avec les services techniques de la ville. Ils ont été voir effectivement dans d'autres communes comment c'était fait. C'est eux qui ont choisi les modules. Et puis, en plus, cet après-midi, on aura la chance d'avoir le champion du monde de street workout qui va nous faire des démonstrations. Et ces jeunes qui ont participé à ce groupe de travail seront effectivement présents. Et alors, juste après, toujours vendredi soir, vous inaugurez aussi le phare jeunesse qui est situé près de la maison de quartier Théodore Monod, un lieu destiné aux jeunes de 16-25 ans. Alors, pouvez-vous nous expliquer la mission de ce phare jeunesse ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est ce que je disais en préambule, c'est qu'à Guyancourt, on avait beaucoup travaillé jusqu'à la tranche d'âge de 11 ans et on n'avait rien effectivement pour la suite. Donc, on a vraiment fait de ce mandat un travail très fort sur la jeunesse et les jeunes nous ont aussi demandé d'avoir un lieu où tout pouvait être à disposition, c'est-à-dire qu'ils pouvaient trouver des informations sur leur orientation, ce qui est important, des informations sur, par exemple, sur la santé, parce que ça revenait aussi assez souvent sur la consultation, lors de la consultation, mais aussi un endroit où on pouvait les aider à monter des projets. Alors quand j'entends monter des projets, c'est faire avec eux et pour eux, mais pas faire à leur place. Donc cette structure-là, elle est à eux, elle est pour eux. On va les aider, on va les accompagner pour monter les projets, parce qu'ils sont demandeurs de projets, mais de tout niveau, des projets effectivement qui peuvent être autour de la musique, autour des anciens, enfin voilà, énormément de projets. Et là, nous, on va être à leur côté effectivement pour les aider. Il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui les attend. Donc voilà, il y a une petite salle aussi où pour y avoir des répétitions de musique, de danse. Ce soir d'ailleurs, pour l'inauguration, on a beaucoup de jeunes qui se sont proposés pour faire effectivement l'animation en danse, en chanson. Il y a un humoriste aussi. Et voilà, donc j'espère que ils vont découvrir pour la plupart ce lieu ce soir et qu'ils vont l'investir. C'est ce qu'on attend. Alors justement, si vous êtes Guyancourtois, un jeune Guyancourtois, donc je rappelle âgé de 16 à 25 ans, le phare jeunesse, c'est 10 place Bérégovoy. Vous allez voir l'adresse s'afficher en bas de l'écran et le numéro de téléphone. N'hésitez pas à appeler pour connaître les horaires d'ouverture. Alors un tout autre sujet, on va vous amener à la Winer Cup. Alors la Ryder Cup débute la semaine prochaine, mais la Winer Cup s'est poursuivie ce jeudi soir. Le principe, c'est une compétition d'œnologique entre les vignobles américains et les Européens. Après le deuxième jour de compétition, l'Amérique conserve la tête devant l'Europe avec 1 point d'avance. Ce concours, l'occasion aussi pour le réseau Art Partage de vendre des œuvres d'art pour récolter des fonds au profit de l'association Handi Golf. Écoutez les acteurs de cette vente présents lors de cette soirée. À travers le Handi Golf, ça permet à des gens handicapés de se réaliser, de jouer comme des valides. C'est une des vertus du golf. Alors donc, ça m'intéresse. Et comme les photos que nous avons faites, c'était à propos de la Ryder Cup, où on a promené des mannequins sur des lieux un peu différents, dont le green du 18 du golf national, à l'endroit où va sans doute se jouer la Ryder Cup. Donc il y a des artistes qui veulent qu'on donne un certain prix, d'autres qui disent de vendre à n'importe quel prix. On va essayer de faire au mieux, comme dans toutes les ventes de charité. Dernière manche de la Winer Cup durant la semaine de la Ryder Cup le 27 septembre. Marie-Christine Le Tarnec, du lundi 24 septembre au dimanche 30 septembre, des millions de personnes auront les yeux rivés sur Saint-Quentin-en-Yvelines et sur Guyancourt. C'est près de 60 000 spectateurs qui sont attendus chaque jour au Golf National pendant la Ryder Cup.
C'est une excellente opportunité pour vous en fait. Ah oui, alors je vous ai entendu parler de capitale du Golfe, effectivement. Donc Guyancourt va accueillir pendant toute cette semaine plus de 70 000 personnes par jour. C'est un défi très important, effectivement, pour accueillir toutes ces personnes. C'est un focus sur notre ville et sur 50 ans en Yvelines qui est effectivement très très important. On est ravis d'accueillir cette grande compétition. On a essayé aussi de faire en sorte que les Guyancourtois puissent s'approprier cette grande manifestation. Donc depuis de nombreuses années, nous on a mis en place différents événements comme le Festigolf. On a eu la chance d'avoir les 2 capitaines aussi qui sont venus discuter avec des élèves de nos écoles élémentaires qui travaillent autour du golf avec les carnets de golf de l'Éducation nationale depuis quelque temps. Et puis on a ouvert une classe golf au Collège des Sceaux depuis la rentrée de septembre, qui va être inauguré officiellement d'ici quelques semaines. Et puis, on va terminer par un grand événement qui sera le 29 septembre devant le phare jeunesse et la maison de quartier Monod, autour, on a appelé ça le swing golf, autour effectivement du golf, et on terminera par un concert. Parce que je dis aussi que le golf, on a de la chance d'avoir une compétition internationale à nos portes, mais le golf restera sur Guyancourt et nous, on continuera effectivement à faire en sorte que des Guyancourtois puissent découvrir ce golf et puis continuer aussi à avoir des jeunes, puisque j'ai eu aussi le plaisir d'apprendre qu'il y avait une association de golf qui s'était créée sur Guyancourt, donc ça veut dire que ça va perdurer. Marie-Christine Le Ternec, restez avec nous. Chaque vendredi, dans l'hebdo, nous vous ouvrons les portes de nos archives. Retour sur les événements qui ont fait l'histoire de Saint-Quentin en Yvelines avec notre Ça s'est passé. Un retour vers le passé signé Wilfried Richy. Troisième volet de notre Ça s'est passé. Aujourd'hui, nous avons retrouvé les images de l'inauguration du Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines qui se trouve sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. C'était le 27 septembre 1993. Une inauguration après 3 années de travaux pour ce qui était à l'époque le plus grand théâtre réalisé en Île-de-France. Ce jour-là, le public était accueilli en musique et découvrait ce nouveau lieu monumental de création et de diffusion de la culture qui se distingue par son architecture originale, mariage de béton brut, de pierre, de métal et de verre. Stanislas Fitzer et le scénographe Michel Riwalek en sont les artisans. La place Georges Pompidou est métamorphosée. Saint-Quentin en Yvelines est encore une agglomération bien jeune et pour son directeur de l'époque, Pierre Moutarde, une telle aventure a toute sa place ici. Il y a eu un travail pendant près de 20 ans à Elancourt de la part de mes prédécesseurs et de la part de toute une équipe qui a conduit à l'existence de ce théâtre. Et puis aussi parce que je crois que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et au-delà mérite qu'elle ait son lieu théâtral. 25 ans plus tard, le pari semble plutôt réussi avec une volonté d'ouverture au plus grand nombre qui a contribué à donner une âme à Saint-Quentin en Yvelines. Regardez encore ces quelques images tournées le 23 septembre 1993 où l'on voit public, artistes et élus se côtoyer. On notera d'ailleurs que le tout nouveau préfet adresse lors de ce moment l'un de ses premiers discours dans le département, Claude Érignac. Il restera en poste jusqu'en 1996 avant d'être nommé en Corse. Depuis près de 20 ans, l'État, par l'action du ministère de la Culture, se soucie de soutenir une action culturelle de qualité au sein de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Il l'a fait notamment en contribuant largement à la construction de ce théâtre, remarquable geste architectural et technique. C'est vous dire les regrets de Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui m'a demandé d'excuser son absence et de vous adresser ses vœux de succès. Alors Marie-Christine Le Ternec, c'était il y a 25 ans et vous y étiez alors? Oui, c'est très agréable de revoir ça, puisque c'est vrai que quand il est arrivé ce théâtre-là, on s'est dit, puisque moi ça fait 39 ans que je suis sur Guyancourt, on s'est dit, ah là, on n'aura plus à aller sur Paris, on pourra avoir des grands spectacles juste à côté. Et puis aussi une pensée émue aussi pour Claude Érignac, qui était un préfet qui malheureusement a perdu la vie quelques temps après. On passe tout de suite au résumé de l'actualité de la semaine.
Une élection municipale anticipée à Coignères après la démission du maire Jean-Pierre Sevestre et d'une partie des conseillers municipaux. La situation était devenue intenable. Une décision suite au conseil municipal qui s'est tenu ce mercredi 19 septembre. Un reportage de Wilfried Richy et de Grégory Canalet. C'est un conseil municipal incomplet qui s'est réuni mercredi soir à Coignères. Après la démission du maire et de 3 autres conseillers, seuls 25 des 27 sièges étaient pourvus. Face à cette situation, le préfet a décidé de convoquer une élection partielle intégrale. La commune de Coignères va se représenter devant les électeurs, ce que je trouve très démocratique. C'est aux Coignériens de voir l'équipe qu'elle veut avoir pour gouverner cette ville. Dominique Catelin qui sera selon toute vraisemblance tête de liste lors du scrutin. La date du 25 novembre est avancée. En attendant, le conseil municipal se chargera, comme le veut la loi, de gérer les affaires courantes. Lors de la campagne, la voix du deuxième adjoint du maire, démissionnaire, avec qui il était rentré en conflit, devrait se faire entendre. Je vais essayer de réunir surtout l'équivalent d'une 30aine de personnes et les faire intervenir et agir vraiment pour qu'elles soient motivées, pour qu'elles choisissent elles-mêmes les têtes de liste. Je ne suis pas pour le culte de la personnalité en ce qui me concerne, je ne l'ai jamais été, donc voilà. Par contre, si c'est choisi effectivement en toute conscience et en toute liberté par un groupe, ma foi, à mes yeux, ça a une valeur morale plus importante. Et puis, candidat a déjà déclaré Didier Fischer, l'opposant socialiste qui en 2014 avait totalisé 43% des suffrages. Ça paraît être la meilleure des solutions à l'heure actuelle, compte tenu des divisions de majorité, compte tenu du fait que de toute façon on n'était plus en mesure de gérer correctement cette ville. Bientôt on allait avoir le budget complémentaire à voter. Ce budget complémentaire n'aurait pas pu être voté. À partir de ce moment-là, nous aurions été dans une situation de blocage et c'est préjudiciable aux Coignériens et à la ville d'une manière générale. Reste à savoir si une fois élu, le nouveau conseil pourra mettre les rancœurs de côté, d'autant que les dossiers importants ne manquent pas, et notamment celui d'une participation à la création d'une piscine intercommunale avec Morpa et Elancourt. Vous venez de le voir, Marie-Christine Le Tarnec, Jean-Pierre Sevestre qui a démissionné, une partie du conseil municipal qui démissionne, qui entraîne l'organisation d'élections municipales qui auront lieu courant novembre à Coignères. Votre sentiment concernant la situation politique de cette commune ? Alors, je ne me permettrai pas de prendre de position. C'est aux habitants, effectivement, de Coignères de décider quelle équipe ils veulent. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, il risque d'y avoir une liste PS, de gauche, et que sur les élus minoritaires de la communauté d'agglomération, on risque d'être peut-être un peu plus nombreux. Maintenant, c'est aux habitants de choisir. Alors, les prochaines élections qui vont vous concerner, c'est en 2020. Je vais être direct. Est-ce que vous serez candidate en 2020 ? Alors cette question, elle ne se pose pas aujourd'hui. Pour l'instant, moi, ma priorité, c'est de pouvoir réaliser la totalité des engagements que nous avions pris effectivement vis-à-vis des Guyancourtois. On porte avec les élus de ma majorité effectivement un projet de ville qui est ancré dans les valeurs de gauche, qui sont solidarité, l'éducation, bien sûr, le développement durable et puis la défense des services publics. Voilà, ma priorité pour l'instant, c'est de réaliser effectivement les engagements pris devant les Guyancourtois. Donc vous me reposerez la question à un autre moment. À quel moment ? On verra. Alors lui, il est déjà assuré d'être candidat en 2001 puisqu'il l'a annoncé. Stéphane Mirambeau, maire de Villepreux, a annoncé aussi son ralliement au mouvement La République en marche, une décision prise en avril 2017, mais il a souhaité attendre avant d'officialiser son soutien. Alors Stéphane Mirambeau, vous le connaissez parce que vous siégez à côté de lui, il est vice-président chargé des finances à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il conserve son poste malgré son ralliement, ça ne change pas son basculement dans la majorité. Votre réaction par rapport à ça, tout simplement ? Alors, c'est une décision personnelle. Moi, je sais qu'en tant qu'élu minoritaire à la communauté d'agglomération, ça n'a aucun impact. Maintenant, je vous invite à poser la question à M. Fourgouze, président de l'agglomération de Saint-Quentin, puisque M. Mirambeau est son vice-président en charge des finances. Marie-Christine Le Tarnec, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire de Guyancourt, vice-présidente en charge de la ville innovante à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Passez un excellent week-end. Merci à vous. Une page économie et un nouveau bâtiment pour le groupe Socotec. Cette entreprise de contrôle dans le secteur de la construction a inauguré son nouveau siège social à Guyancourt lundi 17 septembre. Une nouvelle installation qui intègre les 3 anciens sites déjà installés sur l'agglomération. Regardez.
C'est une entreprise historique de Saint-Quentin en Yvelines. Le groupe Socotec a inauguré son nouveau siège à Guyancourt. Installée depuis 1979 sur l'agglomération, elle a regroupé ses 3 sites et ses 450 salariés sur un espace de 7000 m², avec un attachement certain au territoire. Alors ce nouveau siège, il représente d'abord un environnement de travail radicalement nouveau pour les 450 collaborateurs qui travaillent ici, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus facilitant le travail en transversal, exprimant beaucoup mieux ce que doit être un environnement de travail aujourd'hui en 2018. Présent lors de cette inauguration, Jean-Michel Fourgousse, président de Saint-Quentin en Yvelines, et Marie-Christine Le Tarnec, maire de Guyancourt, travaillaient main dans la main avec les entreprises saint-quentinoises la volonté des élus. Vous savez, Saint-Quentin, c'est en fait, que je dis souvent, c'est un triple pôle d'excellence. Excellence sportive, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, dans quelques jours, on a la Ryder Cup. C'est un pôle d'excellence économique. La qualité des entreprises à Saint-Quentin n'est plus à démontrer. Bon, elle est assez extraordinaire. Et puis aussi un pôle scientifique avec également l'arrivée de Paris-Saclay, la première université française, qui va être le pôle scientifique et technologique de la France. Des entreprises pour une collectivité, c'est très important. Au niveau du budget, avec la baisse des dotations effectivement de l'État, ça nous permet d'avoir des financements importants pour mettre du service public à disposition des habitants. Socotec réalise aujourd'hui près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Spécialisé dans les tests, l'inspection et la certification dans le domaine de la construction et des infrastructures. Avec ce nouveau site, le groupe a pour ambition de devenir le leader européen du secteur. Du sport et la fièvre de la Ryder Cup a également touché l'université Versailles-Saint-Quentin. La structure a organisé mercredi et jeudi la Youngers Cup, une compétition étudiante opposant des golfeurs français et étrangers sur le thème de la Ryder Cup. Un reportage de Michael Elmidoro. Des polos rouges et bleus sur un parcours de golf. Ce mercredi 19 septembre, l'esprit de la Ryder Cup s'est emparé du golf Isabella de Plaisir à l'occasion de la première édition de la Youngers Cup. Le concept, la compétition oppose des étudiants français et étrangers. Un rendez-vous imaginé et organisé par l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour monter une opération de telle envergure, il fallait que j'ai à la fois des relais au niveau des étudiants français, donc j'ai sollicité les professeurs des universités franciliennes. Et du côté étranger, dans un premier temps, j'ai essayé d'avoir des relais auprès des écoles britanniques et américaines de la région parisienne. Au total, 14 joueurs, 8 Français et 6 étrangers ont répondu présents pour ce rendez-vous. Je trouve que l'idée est super cool de faire une compétition juste avant la Ryder Cup pour avoir le feeling de... Ouais, j'aime bien. Ça permet de vivre un peu mieux la Ryder Cup, un peu plus ensemble et voilà, c'est génial. Parmi les étudiants, on retrouvait notamment la fille de la légende du golf français Jean Van de Velde, joueur sur la Ryder Cup en 1999. Étant franco-suisse, Alexandra a enfilé le temps d'une journée le polo des États-Unis et non pas de l'Europe comme son père. Ça me fait un peu bizarre, je pense que mon père va pas être très content, mais voilà. C'est comme ça. Après les matchs, la journée s'est terminée au Clubhouse par un quiz sur la Ryder Cup. Les deux équipes ont dû se creuser les méninges pour répondre à une dizaine de questions de culture générale sur la compétition. Dans la mesure où cet événement est porté par l'université, il fallait qu'il y ait une petite connotation culturelle. Et voilà, donc on a essayé de mêler culture et sport. La compétition s'est clôturée ce jeudi 20 septembre au Golfe de Jardy à Vaucresson. Une deuxième édition pourrait être organisée dans 2 ans lors d'une prochaine Ryder Cup. Et au final, ce sont les polos rouges qui se sont imposés. Les golfeurs étrangers ont gagné d'1 point sur les golfeurs français. Alors, avant de terminer cette édition, je vous propose notre nouvelle rubrique, l'actualité en Île-de-France. Des journées sans voiture, la mise en place de la vignette critère en complément de la circulation alternée, différentes dispositions pour améliorer la qualité de l'air en Île-de-France. Mais les pics de pollution restent toujours aussi fréquents durant la période estivale. Regardez ce reportage de nos confrères de Via Grand Paris. Depuis quelques années, la qualité de l'air en Île-de-France ne se dégrade pas, mais les résultats ne sont pas pour autant satisfaisants. De nombreux polluants dépassent encore les normes. Le bilan de la qualité de l'air en 2017, il est assez similaire à 2016, c'est-à-dire il confirme une tendance à l'amélioration de la qualité de l'air depuis des années. Mais néanmoins, c'est pas parce que la qualité de l'air s'améliore qu'elle est satisfaisante. Et on a toujours, pour 5 polluants, des millions de personnes qui sont exposées à un air qui ne respecte pas la réglementation et les normes sanitaires.
Les plus hauts pics de pollution sont recensés en zone urbaine au bord des axes de trafic. Les habitants d'Île-de-France et plus particulièrement ceux de Paris sont donc les plus exposés. Une exposition non sans conséquences pour la santé. Si vous habitez près d'une grande voie de circulation, vous êtes plus exposé, vous avez plus de risques de faire une maladie cardiaque et de mourir d'une maladie cardiaque. Il y a une étude qui avait montré que si vous habitiez à moins de 50 mètres d'une voie à grande circulation, par rapport à quelqu'un qui habite à 500 mètres d'une voie de circulation, vous avez plus 38% de risque de faire une mort subite. Plusieurs initiatives ont été mises en place afin de diminuer la pollution de manière ponctuelle, comme les journées sans voiture. Mais à long terme, elles ne sont pas suffisamment efficaces. Il faut des mesures permanentes. Si vous voulez agir sur la qualité de l'air que vous respirez toute l'année, tous les jours, il faut des mesures permanentes, comme par exemple des zones de basse émission, où on va limiter l'entrée des véhicules les plus anciens, par exemple dans Paris, et c'est ce qui est discuté aussi au niveau de l'agglomération parisienne. L'été 2018 a été marqué par un épisode de pollution à l'ozone record depuis 2003. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information dans le 7-8 journal lundi à 18h. D'ici là, passez un excellent week-end.